Une fillette de 7 ans attend nerveusement dans la cour de l'école pour la cérémonie de remise des diplômes de maternelle, désespérée car elle avait promis à ses camarades que son papa arriverait d'un moment à l'autre. Apercevant un homme élégant, sur le point de monter dans une voiture de luxe, elle court vers lui. Elle joint ses mains en supplication et le supplie, « Monsieur, pouvez-vous être mon papa pour ma remise de diplôme ? Tous les papas sont venus, sauf le mien, s'il vous plaît. » L'homme regarde son visage désespéré, puis l'école pleine de familles heureuses, et son cœur se serra. Il lui demande d'attendre juste une petite minute et part dans la voiture, laissant la fillette en larmes, convaincue d'avoir été trompée. Mais ce qui se passe quelques minutes plus tard change tout. Le soleil de l'après-midi peignait la cour de l'école primaire San José de teintes dorées, tandis que le parfum des fleurs du petit jardin scolaire se mêlait à l'arôme doux des desserts faits maison préparés par les mères pour la cérémonie. Sophia serrait fermement le diplôme vierge qu'elle recevrait dans quelques minutes. Ses 7 ans portaient un poids bien plus lourd qu'il n'aurait dû. Ses petits doigts tremblaient, non pas à cause du trac de la remise des diplômes, mais à cause du secret qu'elle gardait depuis des semaines. « Maman a apporté des bonbons pour tout le monde », criait Carlito en saluant une dame souriante qui portait un plateau coloré. « Et mon papa est venu directement du travail juste pour me voir. » Sophia esquissa un sourire forcé tandis qu'elle observait les familles s'organiser dans la cour. Des mères ajustaient des nœuds dans les cheveux de leurs filles, des pères prenaient des photos avec leur téléphone portable, des grands-parents distribuaient des baisers fiers. Le cœur de la fillette se serra en voyant la chaise vide au premier rang, où son accompagnateur spécial aurait dû être assis. Pendant des semaines, elle avait inventé des histoires sur son père pour ses camarades. Elle racontait qu'il travaillait très loin, qu'il était très important, qu'il arriverait par surprise à la remise des diplômes. Les mensonges sortaient si naturellement que parfois elle-même y croyait presque, oubliant presque qu'elle vivait seule avec Donia Lupe, la dame de 85 ans qui pouvait à peine sortir du lit depuis des mois. « Sophia, où est ton papa ?» demanda Béatrice, la fillette la plus populaire du groupe, regardant autour d'elle avec une curiosité malicieuse. « Tu as dit qu'il viendrait ? » ?»« Il vient ? » ?»« Oui, il vient, » répondit Sophia trop vite, la voix plus aiguë que la normale. « Il est juste dans les embouteillages. » Mais le temps passait et le mensonge pesait de plus en plus lourd. La maîtresse Marcia commença à organiser les enfants en rang, expliquant comment se déroulerait la cérémonie. Chaque diplômé entrerait main dans la main avec un membre de sa famille, recevrait le diplôme, prendrait une photo spéciale. Sophia sentit les larmes lui brûler les yeux en réalisant qu'elle serait la seule sans accompagnateur. C'est alors qu'elle vit l'homme grand, élégant, portant un costume gris impeccable qui contrastait avec son expression sérieuse et distante. Il marchait à grands pas vers une voiture noire rutilante garée juste en face de l'école. Il semblait important, le genre de personne que Sophia imaginait quand elle rêvait d'un père. Ses cheveux grisonnants étaient bien coiffés, ses chaussures brillaient au soleil, et il y avait quelque chose dans sa posture qui dégageait autorité et succès. Sans réfléchir à deux fois, Sophia quitta le rang et courut vers lui. « Monsieur, monsieur, attendez !» cria-t-elle, ses sandales claquant sur l'asphalte brûlant. L'homme s'arrêta surpris et se tourna vers la fillette qui approchait en courant, ses tresses se balançant et ses yeux déjà humides de larmes. Sophia arriva essoufflée devant lui, joignit ses petites mains en supplication et leva son visage, laissant toute sa vulnérabilité transparaître. « Monsieur, pourriez-vous être mon papa pour ma remise des diplômes ?» Les mots sortirent dans un murmure désespéré. « Tous les pères sont venus, sauf le mien. S'il vous plaît. » L'homme resta paralysé. Il y avait quelque chose dans ses yeux bruns remplis de larmes qui le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas permis de ressentir quoi que ce soit. Il avait bâti des murs si hauts autour de son cœur qu'il croyait impossible que quoi que ce soit les traverse. Mais là se tenait une fillette complètement vulnérable, implorant quelque chose de si simple et, en même temps, de si complexe. « Je dois partir », murmura-t-il plus à lui-même qu'à elle. Sophia vit l'hésitation dans ses yeux et s'accrocha à l'espoir, comme on s'accroche à une corde pour ne pas tomber dans l'abîme. « C'est juste une petite cérémonie de fin d'année, monsieur, juste pour que je ne sois pas seul devant tout le monde. Tout le monde a un papa, sauf moi. » Sa voix se brisa au dernier mot. L'homme regarda la voiture, puis l'école, et finalement cette fillette qui avait mis tout son espoir entre les mains d'un étranger. Une bataille silencieuse se livrait en lui, des décennies de protection émotionnelle contre une demande désespérée d'une enfant. « Attends ici », dit-il finalement, la voix rauque. « Juste une petite minute. » Il monta dans la voiture et s'en alla, laissant Sophia là, debout au milieu de la rue,
voyant ses dernières espérances s'éloigner avec cette voiture noire qui disparaissait au coin de la rue. Sophia retourna au rang des diplômés, les épaules tombantes et le cœur brisé. Les autres enfants étaient déjà organisés par la maîtresse Marcia, qui vérifiait les noms sur sa liste avec une efficacité maternelle. La cour grouillait d'activité. Des mères ajustaient les vêtements de leurs enfants, des pères testaient leurs appareils photo, des grands-parents cherchaient les meilleures places pour assister à la cérémonie. « Sophia, ma chérie, où étais-tu » demanda la maîtresse, remarquant les yeux rouges de la fillette. « Et ton accompagnateur ? Tu as dit que ton papa viendrait. » La gorge de Sophia se serra. Les mots refusaient de sortir, piégés dans un nœud de honte et de désespoir. Elle secoua juste la tête, incapable d'admettre à voix haute qu'elle avait été rejetée une fois de plus. Le mensonge qu'elle avait raconté pendant des semaines pesait maintenant sur ses épaules comme une pierre géante. « Il est parti » murmura-t-elle finalement, la voix presque inaudible. La maîtresse Marcia s'agenouilla à la hauteur de la fillette, son visage exprimant un mélange de compassion et d'inquiétude. Elle connaissait la situation de Sophia. Elle savait les difficultés que la fillette rencontrait à la maison avec sa grand-mère malade. Elle avait tenté de contacter Donia Luc plusieurs fois, mais la dame pouvait à peine répondre au téléphone dans ses meilleurs jours. « Ne t'inquiète pas, mon amour » dit la maîtresse en caressant le visage de la fillette. « Tu peux entrer avec moi, je serai ta famille aujourd'hui. » Mais les enfants autour avaient déjà perçu la situation. Les murmures commencèrent doucement. Puis ils grandirent comme des ondes qui se propagent dans un lac tranquille. « Sophia, elle n'a pas de vrai papa » murmura Béatrice à un groupe de camarades. « Je savais qu'elle mentait » ajouta un autre enfant. « Ma maman a dit qu'elle vit seule avec une vieille dame malade. » Pauvre petite, feignit avec passion l'une des fillettes, mais ses yeux brillaient de la malice typique des enfants qui trouvent quelqu'un de plus vulnérable qu'eux. Sophia sentait ses joues brûler de honte. Chaque murmure était comme une piqûre dans sa poitrine. Elle avait passé des semaines à construire un fantasme, à inventer un père parfait pour impressionner ses camarades. Et maintenant tout s'effondrait devant des dizaines d'yeux curieux et jugeurs. Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison de là, Eduardo Montero conduisait sa Mercedes sur l'avenue principale, les mains tremblantes sur le volant. À 52 ans, il était à la tête de l'une des plus grandes entreprises de construction de la région, un homme habitué à prendre des décisions millionnaires sans ciller. Mais la demande désespérée d'une fillette de 7 ans avait secoué des structures de son âme qu'il croyait définitivement blindées. « Quelle folie est-ce là » murmura-t-il à lui-même, essayant de se convaincre qu'il avait fait ce qu'il fallait en partant. « Je ne peux pas m'immiscer dans la vie d'une enfant inconnue. Je ne peux pas » mais l'image de ses yeux remplis de larmes ne quittait pas son esprit. La façon dont elle avait joint ses mains en supplication, la pure vulnérabilité dans sa voix brisée. Eduardo avait passé les 8 dernières années à éviter toute situation qui pourrait éveiller des sentiments paternels qu'il avait enfouis avec ses propres rêves de famille. Il s'arrêta à un feu rouge et regarda l'horloge. La cérémonie devrait commencer dans 15 minutes. Il imagina la fillette retournant seule au rang, affrontant l'humiliation d'être la seule sans accompagnateur. Il imagina le moment où elle devrait marcher seule jusqu'à la scène improvisée, pendant que tous les autres enfants seraient accompagnés de leurs parents fiers. « Ce n'est pas mon problème » répéta-t-il comme un mantra, mais sa voix sonnait moins convaincante à chaque répétition. Le feu passa au vert et il continua sa route, mais ses mains transpiraient et son cœur battait la chamade. Une guerre silencieuse se livrait en lui. D'un côté, 8 ans d'isolement émotionnel auto-imposé, la décision consciente de ne plus jamais se permettre d'aimer quelqu'un pour ne plus souffrir. De l'autre, le souvenir de cette toute petite voix désespérée demandant juste de ne pas rester seul. Eduardo avait appris de la pire des manières qu'un engagement émotionnel signifiait devenir vulnérable à la douleur. Il avait juré de ne plus jamais permettre à qui que ce soit d'avoir le pouvoir de le détruire à nouveau. Mais quelque chose dans la sincérité désespérée de cette fillette avait transpercé toutes ses défenses comme une flèche précise. À l'école, la cérémonie était sur le point de commencer. Sophia occupa la dernière place du rang, essayant de se rendre invisible. La maîtresse Marcia fit le dernier ajustement au microphone et commença son discours d'ouverture, parlant des réalisations, de la croissance et du soutien fondamental des familles dans le processus éducatif. Chaque mot était une torture pour Sophia, qui maintenait ses yeux fixés sur le sol, comptant les fourmis qui marchaient entre les pierres de la cour. Elle ne voulait pas voir les familles heureuses, elle ne voulait pas assister à ce qu'elle ne pourrait jamais avoir. C'est alors qu'elle entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant devant l'école. Le cœur de Sophia s'emballa en reconnaissant le bruit du moteur. Elle leva les yeux lentement, presque sans y croire,
et vit la même voiture noire s'arrêter exactement au même endroit qu'avant. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'homme sortit du véhicule portant un bouquet de fleurs colorées qui semblait sorti d'un magazine et une boîte élégante que Sofia ne pouvait identifier à distance. Les conversations dans la cour diminuèrent progressivement à mesure que les adultes remarquèrent l'arrivée de l'inconnu bien habillé. Eduardo Montero marcha vers l'école à pas ferme, mais son cœur battait de manière irrégulière. Dans les 15 dernières minutes, il s'était arrêté à 3 endroits différents, une fleuriste de luxe du centre-ville, une pâtisserie réputée pour ses douceurs gourmandes et finalement devant le miroir des toilettes d'une station-service, où il essaya de comprendre quelle folie il commettait. Avec votre permission, s'adressa-t-il à la maîtresse Marcia, qui l'observait avec une curiosité évidente. Je suis le papa de Sofia. Les mots sortirent plus facilement qu'il ne s'y attendait, même si une voix dans sa tête criait qu'il mentait à une éducatrice. Sofia sentit ses jambes lui flageoler. Il était revenu. L'homme élégant était vraiment revenu pour elle. Oh, la maîtresse sourit, clairement soulagée. C'est bien que vous ayez pu arriver. Sofia était si inquiète, elle disait que vous étiez dans les embouteillages. Eduardo regarda la fillette qui le regardait avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Ses yeux brillaient comme des étoiles et, pour la première fois cet après-midi-là, un sourire authentique illumina son petit visage. « Je m'excuse pour le retard, dit-il, se surprenant de la naturalité de ses propres mots. J'ai dû régler quelques affaires importantes avant de venir. » Sofia courut vers lui et Eduardo s'agenouilla instinctivement pour se mettre à la hauteur de la fillette. Pendant un instant, il pensa qu'elle l'embrasserait, mais Sofia se retint, gardant une distance respectueuse. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le toucha profondément. Ce n'était pas seulement de la gratitude, mais une sagesse triste de celle qui avait déjà été déçue maintes fois. « Merci d'être revenu, murmura-t-elle, si doucement que seul lui put l'entendre. Eduardo sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. Il lui tendit le bouquet, observant comment ses yeux s'écarquillaient devant les fleurs parfaites. « Celles-ci sont pour toi, princesse, pour célébrer ta remise de diplôme. » Le murmure dans la cour augmenta. Certaines mères échangeaient des regards curieux, clairement impressionnées par l'élégance de l'homme et la qualité évidente des fleurs. Eduardo remarqua l'attention qu'ils attiraient et ouvrit la boîte de bonbons. « Et ceci, annonça-t-il à voix haute, assez fort pour que tout le monde entende, sont à partager avec tous tes camarades de groupe. Après tout, vous êtes tous diplômés aujourd'hui. » La réaction fut immédiate. Les enfants s'approchèrent avec excitation en voyant les chocolats gourmands parfaitement alignés dans la luxueuse boîte. C'étaient des bonbons que la plupart d'entre eux n'avaient jamais goûtés, emballés individuellement avec de petits nœuds dorés. « Waouh, quel chocolat chic !» s'exclama Carlito, oubliant momentanément les bonnes manières. « Sofia, ton papa est très sympa, » dit Béatrice, qui quelques minutes auparavant chuchotait des commentaires malicieux. Maintenant, sa voix portait une envie mal dissimulée. Soudain, Sofia n'était plus la fillette sans famille qui faisait de la peine. Elle était devenue la fillette dont le père avait apporté les meilleurs cadeaux de la cérémonie. La transformation fut instantanée et magique. Les camarades, qui l'ignoraient auparavant, s'approchaient maintenant avec des sourires intéressés, voulant en savoir plus sur l'homme élégant qui distribuait des chocolats importés. Eduardo observait tout avec un mélange de satisfaction et de malaise. Il avait acheté ses bonbons chers sur un coup de tête, sans penser aux conséquences. Maintenant, il percevait qu'il avait créé une situation complexe. Les autres enfants le regardaient avec admiration. Certains parents chuchotaient entre eux, essayant clairement de découvrir qui était cet homme bien habillé qu'ils ne reconnaissaient pas du cercle social de l'école publique. « Papa », Sofia testa le mot avec précaution. « Tu vas rester pour toute la cérémonie ?» La simple question le frappa comme un coup de foudre. « Papa », un mot qu'il n'avait pas entendu depuis des années, qu'il avait appris à éviter dans les films, les conversations, les souvenirs. Mais sortant des lèvres de cette fillette, il sonnait différemment. Il sonnait comme une possibilité qu'il n'avait jamais considérée. « Bien sûr », répondit-il avant que son esprit rationnel ne puisse interférer. « Je ne raterai ta remise de diplôme pour rien au monde. » La maîtresse Marcia donna des claquements de mains pour attirer l'attention de tous. « Nous allons commencer notre cérémonie. Famille, s'il vous plaît, prenez vos places. Enfants, nous allons former le rang pour l'entrée solennelle. » Sofia prit la main d'Eduardo avec une confiance qui le surprit. Sa main petite et chaude dans la sienne éveilla des sensations qu'il avait enfouies profondément. Pendant un instant,
il se permit d'imaginer ce que ce serait si cela était réel, si elle était vraiment sa fille, si ce moment ne reposait pas sur un mensonge désespéré. Mais tandis qu'ils marchaient vers leur place, Eduardo ne pouvait ignorer les regards curieux des autres parents, ni la sensation croissante qu'il s'engageait dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. La musique solennelle jouée sur le petit appareil de sonorisation de l'école résonna dans la cour tandis que les enfants formaient une file ordonnée. Sofia était radieuse, tenant le bouquet de fleurs comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. À ses côtés, Eduardo essayait de traiter sa situation réelle, vêtu d'un costume dans une école publique, sur le point de participer à la remise des diplômes d'une fillette qu'il avait rencontrée moins d'une heure auparavant. « Mesdames et messieurs, chère famille », annonça la maîtresse Marcia par le microphone qui grésillait légèrement. « Soyez les bienvenus à la cérémonie de remise des diplômes de maternelle de notre cher groupe de 2e année de maternelle. » Les applaudissements résonnèrent dans la cour décorée de petits drapeaux colorés faits par les enfants eux-mêmes. Eduardo remarqua la simplicité de tout là-bas, mais combien c'était rempli d'affection. Les décorations étaient artisanales, les chaises en plastique empruntées à l'église du quartier, la scène improvisée avec des planches de bois. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il y avait une atmosphère de célébration authentique qu'il n'avait pas vécue depuis des années dans ces cercles sociaux sophistiqués. Nous inviterons maintenant chaque diplômé à recevoir son diplôme des mains d'un membre de sa famille spéciale, continua la maîtresse. Nous appelons d'abord Béatrice Santos, accompagnée de sa mamita. Sofia serra la main d'Eduardo en voyant Béatrice marcher fièrement vers la scène avec sa mère. La femme, visiblement émue, remit le diplôme à sa fille et posa pour des photos prises par des parents qui se serraient pour obtenir le meilleur angle. Ana Clara Oliveira, accompagnée de son papito. Eduardo observa l'homme en uniforme de mécanicien, venant clairement directement du travail, les mains encore légèrement sales de graisse, mais les yeux brillants de fierté. Il avait pris son jour de congé pour être là, sacrifiant probablement la moitié de son salaire pour voir sa fille recevoir ce bout de papier qui représentait tant. Carlos Alberto Silva, accompagné de sa grand-maman. Une dame avec une canne monta lentement les marches improvisées, aidée par son petit-fils. L'enfant attendit patiemment qu'elle s'équilibre avant de prendre le diplôme. Puis il l'embrassa avec une tendresse qui fit déglutir Eduardo. Sofia Méné, annonça finalement la maîtresse Marcia, accompagnée de son papa. Le cœur d'Eduardo s'emballa. Là, il était, annoncé publiquement comme père d'une fillette qu'il ne connaissait pas. Mais quand il regarda Sofia, il vit une bonheur si pure dans ses yeux que toute hésitation disparut momentanément. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la scène. Sofia marchait sur la pointe des pieds, essayant de paraître plus grande, tandis qu'Eduardo sentait les regards curieux de toutes les personnes présentes. Certaines mères chuchotaient entre elles, essayant clairement de se rappeler si elles avaient déjà vu cet homme auparavant aux réunions scolaires. La maîtresse Marcia remit le diplôme à Eduardo, qui s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Sofia. L'instant sembla suspendu dans le temps. Il tint le papier décoré de dessins d'enfants et le lui remit avec une solennité qui surprit les deux. « Félicitations, Sofia, dit-il, et sa voix sortit plus émue qu'il ne l'avait voulu. Tu as accompli cela avec beaucoup d'efforts. » Sofia tint le diplôme des deux mains comme s'il était en cristal. Ses yeux se remplirent de larmes de pur bonheur. Pendant un moment magique, elle se sentit vraiment comme n'importe quelle autre fillette là-bas, aimée, soutenue, célébrée. « Papa », murmura-t-elle, et cette fois le mot sortit plus naturellement. « Merci d'être là. » Le photographe bénévole de l'école les positionna pour la photo officielle. Eduardo posa la main sur l'épaule de Sofia, sentant la fragilité de ses petits os sous la robe simple mais propre. Elle sourit à l'appareil photo avec une joie qui rayonnait sur toutes les personnes autour d'elle. Le flash se déclencha, immortalisant cet instant impossible. Quand ils descendirent de la scène, ils furent entourés par d'autres familles. Certaines mères s'approchèrent avec des sourires curieux, voulant entamer une conversation avec l'homme bien habillé qu'elles ne reconnaissaient pas. « Nous ne vous avions pas vu aux réunions de parents », commenta l'une d'elles avec une fausse cordialité. « Vous travaillez beaucoup, j'imagine. » Eduardo sentit un frisson de malaise, mais se contenta de hocher la tête poliment avant de dire au revoir à Sofia avec un baiser sur le front, un geste qui sortit naturellement, surprenant les deux. Pendant la journée, tandis qu'Eduardo tentait de se concentrer sur des réunions d'affaires, les rumeurs se propageaient dans la communauté où Sofia vivait. Des voisins qui avaient vu la voiture de luxe ces derniers jours commencèrent à spéculer sur les véritables intentions de l'homme riche. « C'est très étrange », murmura Doña Rosa, la voisine la plus bavarde de la rue, à un groupe de femmes au petit marché local. Un homme riche apparaît de nulle part,
intéressé par une fillette pauvre et orpheline. Quel genre d'intérêt cela peut-il être? Oui. Et maintenant que Lup est à l'hôpital, il a déjà emmené la fillette chez lui, ajouta une autre. Une jolie fillette comme Sophia, un homme riche et célibataire. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Les chuchotements grandirent comme un incendie. Chaque conversation ajoutait un nouveau détail, une suspicion plus sombre. Quand Eduardo alla chercher Sophia à l'école en fin d'après-midi, il perçut que les regards avaient changé. Ils n'étaient plus seulement curieux, ils étaient méfiants, certains clairement hostiles. Sophia remarqua aussi la différence. Pendant le trajet à l'hôpital, elle resta silencieuse, contrairement à son bavardage habituel. Quelque chose s'est-il passé à l'école aujourd'hui, demanda Eduardo. Les enfants ont posé des questions bizarres, répondit-elle à voix basse. Ils ont demandé si vous étiez vraiment mon papa. Pourquoi n'êtes-vous apparu que maintenant? Pourquoi avez-vous tant d'argent? Eduardo soupira. Il avait été naïf de penser qu'il pourrait maintenir la situation simple et discrète. À l'hôpital, ils trouvèrent Donia Lup visiblement mieux, assise dans son lit et conversant avec une infirmière. Ses yeux s'illuminèrent quand elle vit Sophia, mais Eduardo remarqua comment elle étudiait attentivement les nouveaux vêtements que la fillette portait. « Comment te sens-tu avec monsieur Eduardo, ma fille ?» demanda Donia Lup après le départ de l'infirmière. « Très bien, grand-mère. Sa maison est immense. J'ai un lit rien que pour moi. Et il m'a même laissé choisir ce que je voulais pour le déjeuner. » Sophia parlait avec enthousiasme, mais Eduardo perçut l'inquiétude dans les yeux de Donia Lup. Plus tard, quand Sophia alla aux toilettes, Donia Lup tint le bras d'Eduardo. « Monsieur, j'entends de mauvais commentaires. Les gens de la communauté parlent mal de vous, inventant des histoires affreuses sur vos intentions avec Sophia. »« Quel genre d'histoire ?» demanda Eduardo, bien qu'il craignît la réponse. « Ils disent qu'un homme riche n'aide pas une fillette pauvre sans vouloir quelque chose en retour. Ils font courir le bruit que vous pourriez avoir d'autres intentions avec elle. » Eduardo sentit le sang se figer dans ses veines. L'implication était claire et révoltante. Donia Lup, je n'ai jamais. Je sais, monsieur. Je vous regarde dans les yeux et je vois que vous êtes une bonne personne, mais les gens ne vous connaissent pas comme moi. Et il y a des gens mal intentionnés qui peuvent utiliser ces ragots pour faire du mal. Que croyez-vous que je dois faire? Donia Lup resta silencieuse de longues minutes. Ce serait peut-être mieux que vous vous éloigniez un temps, que les choses se calment. Quand je sortirai de l'hôpital, les choses redeviendront normales et les commentaires s'arrêteront. Eduardo regarda par la fenêtre de l'hôpital, voyant Sophia jouer dans le petit jardin qu'elle avait découvert. La fillette riait pour la première fois depuis des jours, courant après un papillon, et il perçut qu'il ne réussirait pas à simplement disparaître de sa vie. « Je ne peux pas faire ça, dit-il finalement. Je ne peux pas l'abandonner maintenant. Si les gens veulent parler, qu'ils parlent, mais je ne vais pas fuir. » Donia lui hocha lentement la tête. « Alors, préparez-vous, monsieur, parce que quand les ragots courent dans une communauté, cela peut devenir une boule de neige et parfois cette boule de neige se transforme en avalanche. » Eduardo ne savait pas encore à quel point ces mots étaient prophétiques. L'appel arriva le jeudi matin. Tandis qu'Eduardo essayait d'apprendre à Sophia à utiliser l'interphone du Pantouse pour qu'elle puisse jouer en toute sécurité dans l'aire de jeu de l'immeuble, la voix formelle à l'autre bout de la ligne lui fit sentir son estomac se nouer. Monsieur Eduardo Montero, Carla Santos du DIF. Nous avons reçu quelques dénonciations anonymes concernant une mineure qui serait sous votre garde. Nous devons planifier une visite pour vérifier la situation. Eduardo ferma les yeux, sentant le monde s'écrouler. Les mots de Donia Lup sur l'avalanche résonnèrent dans son esprit. Quel genre de dénonciation, demanda-t-il en essayant de garder la voix ferme. Je préfère en parler personnellement. Nous pouvons fixer un rendez-vous pour cet après-midi. C'est une situation qui nécessite une urgence. 2 heures plus tard, Eduardo attendait dans le salon de son Pantouse avec Sophia, qui jouait avec un nouveau puzzle qu'il lui avait acheté. Elle ne savait pas ce qui se passait et il n'avait pas le courage de lui expliquer que des personnes étranges viendraient l'interroger sur sa vie. La sonnette retentit et Sophia courut ouvrir, mais Eduardo l'arrêta doucement. « Laisse-moi ouvrir, princesse. Ce sont des gens qui sont venus nous parler. » Carla Santos était une femme d'âge moyen avec une expression sérieuse et un dossier rempli de papiers. Elle était accompagnée d'un homme plus jeune qui se présenta comme travailleur social. Tous deux observèrent le luxueux Pantouse d'un regard professionnel, prenant des notes sur leur planche à pince.
Sofia, Carla s'adressa à la fillette d'une voix aimable, mais formelle. Je suis Carla et je suis venue ici pour discuter un petit peu avec toi. Ça te va? Sofia regarda Eduardo, qui hocha la tête pour l'encourager, bien que son cœur battît la chamade. Peux-tu me raconter comment tu as rencontré Monsieur Eduardo? Demanda Carla en s'asseyant à la hauteur de la fillette. Il m'a aidé pour ma remise de diplôme, répondit Sofia avec sincérité. Je lui ai demandé de faire semblant d'être mon papa parce que je n'avais personne avec qui y aller. Et après la remise des diplômes, que s'est-il passé? Il est venu chez moi rencontrer grand-mère Lupe. Il nous a apporté de la nourriture et des médicaments. Quand grand-mère est tombée malade, il l'a emmenée à l'hôpital et a dit qu'il s'occuperait de moi. Eduardo perçut comment les réponses innocentes de Sofia pouvaient paraître suspectes à des oreilles méfiantes. Une fillette aidée par un homme riche inconnu, emmenée dans un luxueux Penthouse après l'hospitalisation de sa seule parente. Sofia, continua Carla. Monsieur Eduardo a-t-il fait quelque chose qui t'a mise mal à l'aise, quelque chose qui t'a paru étrange? Les yeux de Sofia s'écarquillèrent et elle regarda Eduardo avec confusion. Étrange? Comment ça? N'importe quoi. Peut-être qu'il t'a demandé de ne raconter à personne quelque chose que vous avez fait. Non, répondit Sofia de plus en plus confuse. Il est juste très gentil. Il me laisse choisir ce que je veux manger. Il m'a acheté de nouveaux vêtements et hier il m'a appris à jouer à un jeu sur sa tablette. Le travailleur social nota tout et Eduardo perçut comment chaque gentillesse pouvait être interprétée comme une tentative de gagner la confiance de la fillette. Monsieur Eduardo, Carla se tourna vers lui. Pouvez-vous expliquer exactement quelle est votre relation avec cette fillette? Eduardo respira profondément. Nous n'avons aucune relation familiale. J'ai rencontré Sofia il y a une semaine quand elle m'a demandé de l'accompagner à sa remise de diplôme scolaire. Après avoir vu les conditions dans lesquelles elle vivait, je lui ai offert de l'aide. Et quelle est exactement votre intention avec cette aide? J'ai entamé un processus d'adoption. Je veux officialiser la tutelle de Sofia et lui garantir l'accès à l'éducation, à la santé et aux opportunités qu'elle mérite. Carla et le travailleur social échangèrent des regards significatifs. Monsieur Eduardo, êtes-vous conscient que pour adopter un enfant au Mexique, il existe un processus légal spécifique? Vous ne pouvez pas simplement décider de garder une mineure. J'en suis conscient. Oui. Mon avocat est déjà en train de préparer les documents nécessaires. Et Madame Lupe? Quelle est exactement sa situation par rapport à la fillette? Eduardo hésita. C'était la question qu'il craignait. Doña Lupe s'est occupée de Sofia depuis qu'elle était bébé, mais il n'y a pas de documentation officielle de cette tutelle. Le silence qui suivit fut éloquent. Carla ferma ses planches à pince avec un claquement sec. Monsieur Eduardo, je dois vous informer que Sofia se trouve dans une situation irrégulière. Une mineure ne peut pas être sous la garde de quelqu'un sans lien familial ou autorisation judiciaire. Sofia s'approcha d'Eduardo, percevant la tension dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle d'une petite voix. Carla s'agenouilla à nouveau devant elle. Sofia, tu vas devoir venir avec nous quelques jours, le temps que nous réglions toute cette situation. Allez où? Les yeux de Sofia se remplirent instantanément de larmes. Dans un endroit où d'autres fillettes restent pendant que les adultes règlent les papiers. C'est juste temporaire. Non. Sofia courut vers Eduardo, s'accrochant à sa jambe. Je ne veux pas y aller. Je veux rester avec Monsieur Eduardo et avec grand-mère Lupe. Eduardo sentit son cœur se déchirer. Il s'agenouilla et prit Sofia par les épaules. Sofia, regarde-moi. J'ai promis que je ne t'abandonnerai pas, tu te souviens? Je vais régler ça, mais tu devras peut-être être quelques jours loin de moi. Vous avez promis, sanglota-t-elle, vous avez promis que je ne serai plus jamais seul. Les mots de Sofia résonnèrent dans le luxueux salon comme une accusation. Eduardo regarda les travailleurs sociaux, voyant la méfiance sur leur visage. Pour eux, il n'était qu'un autre adulte brisant des promesses à une fillette vulnérable. Monsieur Eduardo, dit Carla avec fermeté, vous avez 15 minutes pour faire les affaires de Sofia et je vous demande de ne pas rendre cela plus difficile pour elle que ce ne l'est déjà. Eduardo savait qu'il avait perdu la première bataille, mais tandis qu'il aidait Sofia à ranger ses quelques nouveaux vêtements, il lui murmura à l'oreille, « Je viendrai te chercher. Peu importe le temps que cela prendra, je viendrai te chercher. » Sofia ne faisait que pleurer, s'accrochant à son diplôme de remise de diplôme comme si c'était la dernière connexion avec le seul moment heureux qu'elle avait vécu.
La maison d'accueil Santa Clara était un bâtiment de 2 étages peint en jaune délavé, avec des grilles aux fenêtres et une petite cour entourée de hauts murs. Eduardo se gara à l'extérieur, observant les enfants jouer dans l'espace limité, cherchant désespérément Sofia parmi eux. Cela faisait 3 jours qu'elle avait été emmenée. 3 jours où Eduardo n'avait dormi que quelques heures, alternant entre réunions avec des avocats et tentatives frustrées de lui rendre visite. Le processus bureaucratique était une machine implacable et il apprenait de la pire des manières que l'argent ne pouvait pas toujours accélérer la justice. Monsieur Eduardo. Une femme s'approcha de la grille. Je suis Mariana, la coordinatrice de la maison d'accueil. Vous êtes venu rendre visite à Sofia. Eduardo hocha la tête, ravalant le nœud dans sa gorge. Comment va-t-elle? Bien, compte tenu des circonstances. C'est une fillette forte, mais bon, vous pouvez le constater par vous-même. Sofia était assise seule dans un coin de la cour, dessinant sur le sol avec une brindille. Ses nouveaux vêtements étaient déjà froissés et sales, et elle avait perdu l'éclat dans les yeux qu'Eduardo avait appris à associer à sa personnalité vibrante. Sofia. Il l'appela à travers la grille. Elle leva les yeux et courut vers lui, pressant ses petites mains contre le métal froid. Monsieur Eduardo, vous êtes venu me chercher. L'espoir dans sa voix fut comme un coup de poignard dans sa poitrine. Pas encore, princesse, mais j'y travaille. Comment vas-tu? Il y a beaucoup d'enfants ici, dit-elle en essayant de paraître courageuse. Certains sont sympas, mais je veux rentrer à la maison. Je veux voir grand-mère Lupe. Eduardo s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur à travers la grille. Grand-mère Lupe va beaucoup mieux. Les médecins ont dit qu'elle pourrait sortir de l'hôpital la semaine prochaine. Et alors, je peux partir d'ici? Eduardo hésita. C'était la question qui le tourmentait. Même quand Doña Lupe sortirait de l'hôpital, la situation légale de Sofia resterait irrégulière. Le DIF ne la rendrait pas simplement à la vieille dame malade. Nous y travaillons, fut tout ce qu'il put dire. Plus tard, dans le bureau du docteur Enrique, Eduardo affronta la brutale réalité de sa situation. Sur la table, des piles de documents représentaient des semaines de travail juridique, mais les progrès étaient désespérément lents. Les nouvelles ne sont pas bonnes, admit l'avocat. En plus des questions légales normales de l'adoption, nous devons maintenant gérer les soupçons soulevés par les dénonciations anonymes. Quels soupçons? Ils ont enquêté et n'ont rien trouvé. Eduardo, tu dois comprendre comment cela paraît aux autorités. Un homme riche, célibataire, sans antécédents avec les enfants, apparaît de nulle part, voulant adopter une fillette pauvre. Certains juges vont questionner tes motivations, que tu sois innocent ou non. Eduardo se leva et commença à faire les 100 pas, alors, qu'est-ce que tu me dis? Que je dois abandonner? Je dis que nous avons besoin d'une stratégie différente et peut-être. Peut-être que nous devrons envisager quelques concessions. Quel genre de concessions? Le docteur Enrique soupira profondément. Il est possible que tu n'obtiennes que la garde temporaire initialement. Ce serait plus rapide qu'une adoption complète. Sofia pourrait quitter la maison d'accueil et vivre avec toi, mais sous la supervision de l'État. Supervision? Visite régulière de travailleurs sociaux, rapports périodiques, évaluation psychologique. Ta vie privée serait constamment surveillée. Eduardo cessa de marcher. L'idée d'avoir des étrangers envahissant sa maison régulièrement, remettant en question chaque interaction avec Sofia, jugeant chaque décision parentale, était suffocante, mais l'alternative était de la laisser dans la maison d'accueil indéfiniment. Combien de temps durerait cette supervision? Au moins 2 ans. Si tout se passe bien, tu pourrais demander l'adoption définitive après cette période. Et Doña Lupe, où s'intègre-t-elle dans tout ça? C'est un autre problème. Techniquement, elle n'a pas de droits légaux sur Sofia, mais si nous parvenons à prouver qu'il a existé un lien familial, en fait, même sans documentation, nous pourrions peut-être établir un régime de visite. Eduardo retourna à la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Quelque part là-bas, Sofia apprenait à vivre sans espoir, s'adaptant à la routine d'une maison d'accueil, commençant peut-être à croire qu'il avait rompu sa promesse. Il y a une chose de plus, continua le docteur Enrique avec hésitation. Un journaliste a commencé à poser des questions sur toi et Sofia. Il semble que quelqu'un filtre des informations à la presse. Quel genre d'informations? Spéculation sur tes motivations. Théorie conspirationniste sur des hommes riches achetant des enfants pauvres. C'est de la presse à scandale, mais cela peut compliquer encore plus notre situation.
Eduardo sentit une vague de colère. Qui fait ça? Nous ne savons pas. Cela peut être quelqu'un de la communauté où Sofia vivait, quelqu'un qui se sent lésé par ton ingérence dans leur vie, ou cela peut être simplement de l'opportunisme de la presse. Que faisons-nous pour l'instant? Nous ne donnons pas d'interview, nous ne répondons pas aux provocations, nous laissons le travail légal parler de lui-même. Mais, Eduardo, il faut que tu comprennes. Si cette histoire filtre dans les médias de manière déformée, cela peut détruire toutes les chances que nous avons. Eduardo ferma les yeux, sentant le poids d'une bataille qui ne faisait que commencer. Chaque jour qui passait, Sofia restait plus longtemps à la maison d'accueil, plus loin de la vie qu'il lui avait promise. Et maintenant, en plus des obstacles légaux, il devrait lutter contre l'opinion publique et un possible sabotage. Combien de temps vous faut-il pour obtenir au moins la garde temporaire? Si tout se passe bien, peut-être 6 semaines, mais Eduardo, je ne peux rien garantir. Un juge méfiant, un article négatif dans la presse. N'importe quoi peut retarder le processus de plusieurs mois. Eduardo pensa à Sofia dessinant seule sur le sol de la maison d'accueil, s'accrochant à ce diplôme de remise de diplôme comme unique souvenir d'un jour heureux. Alors, il vaut mieux que nous nous mettions au travail, dit-il avec détermination, parce que je ne vais pas rompre ma promesse avec elle. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les batailles que je devrai livrer. Mais en sortant du bureau, Eduardo savait qu'il entrait dans le combat le plus difficile de sa vie et qu'il n'y avait aucune garantie de victoire. Le palais de justice était bondé le mardi matin. Eduardo n'avait jamais imaginé qu'une audience sur la tutelle d'un mineur puisse attirer autant d'attention. Des journalistes se pressaient sur les bancs du fond, des caméras discrètes captaient chaque mouvement et des curieux qui avaient lu l'affaire dans les journaux locaux chuchotaient des spéculations malveillantes. Le titre du journal de ce matin lui brûlait encore l'esprit, riche entrepreneur tente d'acheter une fillette orpheline. La communauté dénonce des intentions suspectes. Sofia était assise à côté de l'avocate désignée par l'État pour la représenter, une jeune femme qui la traitait avec une amabilité professionnelle, mais distante. La fillette portait une robe simple fournie par la maison d'accueil et tenait dans ses mains le diplôme de remise de diplôme qui était devenu son talisman au milieu de toute cette turbulence. Eduardo l'observait de l'autre côté de la salle, remarquant à quel point elle avait maigri ces dernières semaines. Ses yeux, autrefois brillants de curiosité et de joie, montraient maintenant une tristesse qui semblait trop grande pour une fillette de 7 ans. Tout debout, annonça l'officier de justice. Entre en séance le tribunal des enfants et adolescents sous la présidence de l'excellent monsieur le juge Marcelo Fernandez. Le juge était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse qui ne révélait pas ses intentions. Il examina les documents sur sa table de longues minutes avant de lever les yeux. Nous sommes ici pour statuer sur la situation de la mineure Sofia Mené, actuellement sous la tutelle de l'État, commença-t-il d'une voix ferme. Monsieur Eduardo Montero sollicite la garde temporaire de ladite mineure, alléguant une intention d'adoption future. Eduardo se leva lorsqu'il fut appelé, sentant le poids de tous les regards sur lui. Votre honneur, mon intention est sincère. Je veux offrir à Sofia un foyer stable, une éducation de qualité et tout l'amour qu'un enfant mérite. Monsieur Eduardo, le juge l'interrompit. Vous avez 52 ans. Vous êtes célibataire, sans expérience préalable avec les enfants. Pourquoi spécifiquement cette fillette? La question résonna dans la salle silencieuse. Eduardo respira profondément, sachant que sa réponse pourrait déterminer l'avenir de Sofia. Votre honneur, Sofia m'a appris quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Elle m'a montré qu'il existe quelque chose de plus important que le succès professionnel ou la richesse matérielle. Quand elle m'a demandé de l'aide cet après-midi-là, j'ai vu dans ses yeux une bravoure et une détermination qui m'ont profondément touché. Elle ne demandait pas d'argent ou de cadeaux. Elle demandait juste de ne pas être seule à un moment important de sa vie. Le juge prit des notes sur son carnet. Et vous êtes conscient des responsabilités que cela implique? Entièrement conscient, votre honneur, et je suis prêt à dédier ma vie à être le père que Sofia mérite. C'est alors que la procureure se leva. La docteure Elena Carvaral était connue pour sa position rigoureuse dans les affaires impliquant des mineurs. Votre honneur, nous ne pouvons ignorer les circonstances suspectes de cette affaire. Un homme riche apparaît de nulle part dans la vie d'une fillette vulnérable. Il offre des cadeaux chers, l'emmène dans sa luxueuse résidence. Nous avons là un schéma qui ne peut être ignoré. Eduardo sentit le sang lui bouillir, mais le docteur Enrique le retint par le bras, lui indiquant de garder son calme. De plus, continua la procureure, nous avons reçu des rapports de la communauté où la fillette vivait,
indiquant des préoccupations légitimes quant aux véritables motivations du demandeur. Votre honneur, le docteur Enrique se leva. Ce sont des spéculations infondées basées sur des préjugés sociaux. Mon client a passé toutes les évaluations psychologiques nécessaires, a un casier judiciaire vierge et a démontré un intérêt sincère pour le bien-être de la mineure. Le juge frappa le marteau pour demander le silence. Je voudrais entendre la mineure. Sophia fut appelée à l'avant. Elle marcha lentement, tenant fermement son diplôme. Quand elle arriva à la barre, sa voix sortit toute petite, mais claire. Votre honneur, dit l'avocate de Sophia. La mineure a exprimé à plusieurs reprises son désir de rester avec monsieur Eduardo. Sophia, le juge s'adressa directement à elle, baissant le ton de sa voix. Peux-tu me dire ce que tu ressens par rapport à monsieur Eduardo? Sophia regarda Eduardo, puis le juge. C'est la première personne qui ne m'a pas menti, dit-elle avec une sincérité qui émut toutes les personnes présentes dans la salle. Quand il a promis qu'il prendrait soin de moi, je l'ai cru, même si on m'a séparé de lui, je continue de croire. Et pourquoi le crois-tu? Parce qu'il aurait pu partir après ma remise de diplôme et faire semblant de ne jamais me voir. Mais il ne l'a pas fait. Il a rencontré grand-mère Lupe, il a vu comment nous vivions et il a quand même voulu rester. Le silence dans la salle était absolu. Sophia, le juge continua gentiment. Comprends-tu que si tu vas vivre avec monsieur Eduardo, des personnes vous rendront régulièrement visite pour s'assurer que tout va bien? Oui, monsieur, mais je préfère ça que de rester à la maison d'accueil. Là-bas, il y a des enfants sympas, mais ce n'est pas une vraie famille. C'est alors que Donia Lupe entra dans la salle, appuyée sur une canne et visiblement fragile, mais déterminée. Eduardo ne s'attendait pas à la voir là. Elle avait été autorisée à sortir de l'hôpital 2 jours auparavant. Avec votre permission, votre honneur, dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Puis-je parler de ma petite fille? Le juge hésita, puis hocha la tête. Votre honneur, Donia Lupe s'adressa au juge avec le respect de celle qui a grandi en craignant les autorités. J'ai élevé cette fillette depuis qu'elle était toute petite. Je n'ai pas de papier légal. C'est vrai, mais j'ai de l'amour. Et quand j'ai vu que je ne pouvais plus bien m'occuper d'elle, j'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un. Elle regarda Eduardo, les yeux remplis de larmes. Cet homme est apparu quand nous en avions le plus besoin. Il aurait pu donner de l'argent et partir, mais il est resté. Il a vu Sophia pleurer et n'a pas pu l'abandonner. Si ce n'est pas de l'amour de père, je ne sais pas ce que c'est. Le murmure dans la salle grandit, mais le juge frappa de nouveau le marteau. Le tribunal va suspendre sa séance pendant 15 minutes pour délibération. Quand le juge sortit, Eduardo s'approcha de Sophia. Elle courut dans ses bras et il l'étreignit comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quelle que soit la décision, lui murmura-t-il à l'oreille, je ne t'abandonnerai pas. Sophia hocha simplement la tête, enfouissant son visage dans sa poitrine, se préparant à entendre des mots qui changeraient sa vie pour toujours. Les 15 minutes de répit semblèrent durer une éternité. Eduardo resta dans le couloir du tribunal, tenant Sophia dans ses bras tandis qu'elle jouait nerveusement avec le diplôme froissé. Donia Lupe était assise sur un banc voisin, clairement épuisée par l'effort d'être venue jusqu'ici, mais les yeux brillants de détermination. Les journalistes tentaient de s'approcher pour poser des questions, mais le docteur Enrique les tenait à distance. L'avocat était visiblement tendu, révisant mentalement tous les arguments qui auraient pu renforcer ou nuire à l'affaire. Monsieur Eduardo, Sophia, murmura-t-elle, si le juge dit que je dois rester à la maison d'accueil, vous allez m'oublier. Eduardo la serra plus fort. Jamais, princesse. Même si cela prend des années, je continuerai à me battre pour t'avoir avec moi. C'est une promesse que rien ni personne ne peut me faire rompre. Tout debout. L'officier de justice annonça le retour du juge. La salle devint silencieuse lorsque le docteur Marcelo Fernandez reprit sa place. Il observa chaque personne présente de longues secondes avant de commencer à parler. C'est l'un des cas les plus complexes que j'ai analysés, commença le juge, sa voix résonnant dans la salle bondée. Nous avons ici une situation qui défie les conventions légales et sociales, mais qui, au centre, a quelque chose de très simple, le bien-être d'un mineur. Eduardo sentit son cœur s'emballer. Sophia s'accrocha plus fort à sa main. Après avoir analysé tous les rapports psychologiques, sociaux et légaux, après avoir entendu tous les témoignages et examiné toutes les preuves présentées, j'arrive aux conclusions suivantes. Le juge marqua une pause dramatique. Premièrement,
je n'ai trouvé aucune preuve qui était les soupçons soulevés sur les intentions de monsieur Eduardo Montero. Au contraire, toutes les évaluations indiquent un homme intègre, avec un intérêt sincère pour le bien-être de la mineure. Un murmure de soulagement parcourut la partie de la salle où se trouvaient les partisans d'Eduardo. Deuxièmement, le lien émotionnel entre le demandeur et la mineure est évident et sain. Sofia démontre clairement sa préférence pour rester sous la garde de monsieur Eduardo. Sofia serra la main d'Eduardo, pouvant à peine contenir son espoir. Troisièmement, je reconnais le rôle fondamental que Madame Lupe a joué dans la vie de cet enfant. Bien qu'elle n'ait pas de documentation légale, le lien affectif est incontestable et doit être préservé. Donia Lupe essuya ses larmes du revers de sa main tremblante. Par conséquent, le juge continua. Je statue partiellement en faveur de la demande de garde. Monsieur Eduardo Montero aura la garde temporaire de la mineure Sofia Mene pour une période initiale de 2 ans avec les conditions suivantes. Eduardo pouvait à peine respirer. Première condition, des visites mensuelles de travailleurs sociaux pour le suivi de la situation. Deuxième condition, Sofia maintiendra un contact régulier avec Madame Lupe, la considérant comme une grand-mère affective. Troisième condition, après la période de 2 ans, au cas où tout se déroulerait correctement, monsieur Eduardo pourra demander l'adoption définitive. La salle éclata en diverses réactions. Certains applaudissaient, d'autres protestaient. Les journalistes prenaient des notes furieusement. Sofia regarda Eduardo, les yeux brillants. Ça veut dire que je peux rentrer à la maison avec vous? Oui, princesse, répondit Eduardo d'une voix brisée, tu peux venir à la maison. Elle laissa échapper un cri de joie et se jeta dans ses bras, le diplôme tombant finalement au sol. Eduardo la souleva, tournant avec elle dans les airs tandis que des larmes de bonheur coulaient sur son visage. Quatrième et dernière condition, dit le juge en frappant le marteau pour rétablir l'ordre. Monsieur Eduardo devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour régulariser officiellement la situation civile de la mineure, y compris l'acte de naissance et les autres documents d'identité. J'accepte toutes les conditions, votre honneur, dit Eduardo formellement, bien que sa voix tremblât d'émotion. Donia Lupe s'approcha lentement, appuyée sur sa canne. Sofia descendit des bras d'Eduardo et courut l'embrasser. Grand-mère, maintenant j'ai une vraie famille, mais tu restes ma grand-mère pour toujours. Bien sûr, ma petite, murmura Donia Lupe en caressant les cheveux de la fillette. Et maintenant tu as un papa qui va prendre soin de toi comme tu le mérites. Elle leva les yeux vers Eduardo. Merci, monsieur, pour tout. Eduardo s'agenouilla devant elle. Merci à vous, Donia Lupe, d'avoir pris soin d'elle, de m'avoir donné l'opportunité de la connaître, de m'avoir appris ce qui compte vraiment dans la vie. Le docteur Enrique s'approcha avec les papiers à signer. Eduardo, tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Non seulement tu as obtenu la tutelle de Sofia, mais tu as créé un précédent juridique important pour des cas similaires. Mais Eduardo écoutait à peine les mots de l'avocat. Il observait Sofia montrer son diplôme à Donia Lupe, racontant avec animation comment ce serait de vivre dans le Penthouse, la chambre qui serait la sienne, les livres qu'ils pourraient lire ensemble. En sortant du tribunal, Eduardo portait Sofia dans ses bras tandis qu'il marchait vers la voiture. Les journalistes les entourèrent, mais il ne répondit à aucune question. Il n'y avait qu'une seule chose qu'il voulait dire. Sofia, dit-il en ouvrant la portière de la voiture, prête à rentrer à la maison. Notre maison, corrigea-t-elle en souriant comme il ne l'avait pas vue depuis des semaines. Notre maison, répéta-t-il, sachant que ces 2 simples mots représentaient la plus grande victoire de sa vie. Pendant qu'il roulait à travers la ville, Sofia bavardait de tous les projets qu'elle avait faits pendant ses jours à la maison d'accueil. Eduardo l'écoutait avec un sourire sur le visage, percevant que sa vie avait enfin trouvé un sens qu'aucune fortune ne pourrait acheter. Dans le Penthouse, Sofia courut vers la chambre qu'Eduardo avait spécialement préparée pour elle, décorée de couleurs joyeuses et remplie de nouveaux jouets. Mais elle revint rapidement au salon, ne portant qu'une seule chose, son diplôme de remise de diplôme. « Monsieur, je veux dire, papa. » Elle testa le mot avec précaution. « Puis-je encadrer mon diplôme ?» C'est là que tout a commencé. Eduardo sourit finalement, comprenant que parfois les plus grands miracles naissent des demandes les plus simples et désespérées. 2 ans et demi plus tard, par un après-midi ensoleillé de jeudi, très semblable à celui qui avait changé leur vie pour toujours, Eduardo gara la même Mercedes noire devant l'école primaire San José. Mais cette fois, tout était différent. Sofia sauta du siège arrière, ayant maintenant presque 10 ans, plus grande et avec un sourire confiant qui irradiait un bonheur authentique.
Elle portait l'uniforme impeccable de l'école privée où elle étudiait, mais elle avait insisté pour revenir à l'école publique ce jour spécial pour une présentation sur la résilience qu'elle avait elle-même proposée. « Papa » dit-elle, naturellement, un mot qui était devenu musique aux oreilles d'Eduardo. « Crois-tu que les enfants aimeront mon histoire ?»« J'en suis sûr, princesse » répondit Eduardo, ajustant sa petite cravate qu'elle avait insisté pour porter pour être plus formelle. « Ton histoire peut inspirer beaucoup d'enfants qui traversent des difficultés. » La maîtresse Marcia les accueillit à la porte avec un sourire chaleureux. Ces dernières années, elle avait suivi de près la transformation de Sofia et était devenue l'une des plus grandes partisanes de la famille qu'ils avaient construite. « Sofia, comme tu as grandi » s'exclama la maîtresse. « Et comment va Donia Lup ?»« Grand-mère Lup va très bien » répondit Sofia avec animation. « Elle vit dans une jolie petite maison que mon papa a achetée près de chez nous. Elle a une infirmière qui s'occupe d'elle et je lui rends visite tous les week-ends. Nous faisons des desserts ensemble. » Eduardo sourit en se rappelant la maison accueillante qu'il avait achetée pour Donia Lup. Un endroit simple mais digne, avec un jardin où elle pouvait cultiver ses fleurs et recevoir ses amis pour discuter. La transformation de la dame avait été presque aussi spectaculaire que celle de Sofia, avec des soins médicaux adéquats et la tranquillité de savoir que sa petite fille était en sécurité, elle avait retrouvé une grande partie de sa vitalité. Dans la cour de l'école, des enfants de divers âges se rassemblèrent pour écouter Sofia. Elle se positionna au même endroit où, des années auparavant, elle avait reçu son premier diplôme des mains de son père. Sur le mur derrière elle, une plaque dorée annonçait le « Programme Sofia Montero d'assistance familiale », un projet social qu'Eduardo avait créé pour identifier et aider les enfants en situation de vulnérabilité. « Bonjour les amis. » Sofia commença avec le naturel de celle qui avait appris à s'exprimer avec confiance. « Je m'appelle Sofia et je veux vous raconter comment une demande très effrayante est devenue la plus grande bénédiction de ma vie. » Eduardo observait depuis le fond de la cour, aux côtés du docteur Enrique et de Carla Santos du DIF, qui était devenue une alliée après avoir suivi de près le développement de Sofia ces dernières années. « Il y a quelques années, j'étudiais ici dans cette école », continua Sofia. « Je vivais dans une petite cabane avec ma grand-mère Lup, qui était très malade. Le jour de ma remise de diplôme de maternelle, j'avais très peur d'être la seule enfant sans famille. Les enfants l'écoutaient avec une attention totale. Beaucoup d'entre eux connaissaient le sentiment de se sentir différent, abandonné, sans espoir. Alors j'ai vu un homme élégant monter dans une voiture et j'ai couru vers lui. Je lui ai demandé, le cœur battant très fort, s'il pouvait faire semblant d'être mon papa juste pour ce jour. » Sofia regarda Eduardo, ses yeux brillants de gratitude. Il aurait pu dire non. Il aurait pu partir et faire semblant de ne jamais me voir. Mais, savez-vous ce qu'il a fait? Il est revenu, il a apporté des fleurs et du chocolat pour tout le monde et ensuite il a découvert que nous avions besoin de bien plus qu'une jolie remise de diplôme. Eduardo sentit un nœud dans sa gorge en se rappelant ce premier moment d'hésitation, quand il avait failli fuir la responsabilité que Sofia représentait. « Aujourd'hui, j'ai une vraie famille, » dit Sofia, sa voix émue. « J'ai un papa qui m'emmène à l'école, qui m'aide avec mes devoirs et qui ne rompt jamais, jamais ses promesses. Grand-mère Lup a une jolie maison et tous les médicaments dont elle a besoin, et j'ai appris que parfois, quand on a le courage de demander de l'aide, des choses incroyables peuvent arriver. » Une petite fillette au premier rang leva la main. « Et si la personne dit non ?» Sofia sourit sagement. « Alors tu demandes à une autre personne et à une autre, jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui a un cœur assez grand pour aider. Parce que les bonnes personnes existent, même quand cela ne semble pas être le cas. » Après la présentation, plusieurs enfants s'approchèrent de Sofia pour poser des questions. Eduardo observa comment elle interagissait naturellement, distribuant des câlins et des mots d'encouragement aux plus jeunes. « C'est une enfant spéciale », commenta Carla Santos. « Vous avez construit quelque chose de magnifique ensemble. »« Elle m'a appris plus que je n'aurais jamais pu lui apprendre », répondit Eduardo. « Elle m'a montré qu'il existe des formes de richesse qui ne peuvent être mesurées en argent. » Plus tard, en voiture sur le chemin du retour, Sofia jouait avec le même diplôme de remise de diplôme, maintenant encadré et un peu décoloré par le temps. « Papa, dit-elle soudain. Regrettes-tu d'avoir arrêté la voiture ce jour-là? » Eduardo rit. « Sofia, ce fut le plus beau jour de ma vie. Ce fut le jour où j'ai découvert que la famille n'a rien à voir avec les liens du sang, mais avec l'amour et le choix. Et tu as choisi de rester avec moi, même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile, parce que c'est là que j'ai découvert que tu valais n'importe quelle lutte. » Quand ils arrivèrent aux Pentouses,
Donia Lupe les attendait dans le salon, plus radieuse qu'Eduardo ne l'avait vue ces derniers mois. Ses cheveux blancs étaient bien coiffés, elle portait une nouvelle robe et il y avait une lueur spéciale dans ses yeux. Grand-mère. Sofia courut l'embrasser. Comment s'est passée ta présentation à l'école? C'était incroyable, grand-mère. Les enfants ont posé plein de questions et j'ai raconté toute notre histoire. Donia Lupe caressa le visage de la fillette avec une tendresse infinie. Ma petite fille est devenue une célèbre oratrice, dit-elle, fière. Qui aurait cru que cette petite fille timide que j'ai trouvée dans la décharge allait grandir pour inspirer d'autres enfants? Eduardo s'approcha et embrassa le front de Donia Lupe, un geste qui était devenu naturel au fil des ans. Comment s'est passée la consultation médicale aujourd'hui, Donia Lupe? Excellente. Le docteur a dit que je suis de plus en plus forte. Il a même plaisanté en disant qu'à 88 ans, j'ai l'énergie d'une personne de 70 ans. Ils rirent ensemble, trois personnes qui avaient trouvé une façon unique et parfaite d'être une famille. Cette nuit-là, quand Sofia dormait déjà, Eduardo resta dans le bureau à regarder les photos sur le mur. Sofia le premier jour d'école dans la nouvelle école. Sofia et Donia Lupe faisant des desserts. Sofia recevant un prix pour la meilleure élève du groupe. Des dizaines de moments qui documentaient l'extraordinaire voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. Mais sa photo préférée restait la première, Sofia, le jour de la remise des diplômes, tenant le diplôme et souriant à ses côtés dans la cour de l'école primaire San José. C'est là que tout a commencé, où une fillette désespérée et un homme solitaire ont découvert que parfois les rencontres les plus improbables créent les familles les plus vraies. Eduardo prit le téléphone et composa le numéro du docteur Enrique. Enrique, c'est Eduardo. Je crois que le moment est venu de présenter la demande d'adoption définitive. Je veux que Sofia soit officiellement ma fille. Enfin. Rit l'avocat à l'autre bout du fil. J'attendais cet appel depuis des mois. Avec votre dossier exemplaire, cela devrait être beaucoup plus simple cette fois. Eduardo raccrocha et alla voir Sofia dans sa chambre. Elle dormait paisiblement, serrant dans ses bras un ours en peluche qu'il lui avait offert le premier jour de l'enfant qu'ils avaient passé ensemble. Sur la table de chevet, le diplôme encadré captait la lumière de la lampe, lui rappelant chaque jour que les plus grands miracles peuvent naître des demandes les plus simples. Merci, murmura Eduardo, à personne en particulier, peut-être au destin, peut-être à la bravoure d'une fillette de 7 ans qui avait changé sa vie pour toujours. Sofia bougea dans son sommeil et marmonna quelque chose qui ressembla à « papa ». Et Eduardo sut qu'il avait trouvé sa véritable richesse. Une famille construite non par le sang, mais par le choix, l'amour et la volonté de se battre pour ceux que l'on aime. Dans le silence de la nuit, il pouvait presque entendre l'écho de cette petite voix désespérée, l'après-midi qui avait tout changé. « Monsieur, pourriez-vous être mon papa pour ma remise des diplômes ?» Et pour la 1000e fois, Eduardo sourit, sachant qu'il avait donné la seule réponse possible. Oui.